Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La situation sécuritaire s'enlise au Soudan depuis le début des affrontements le 15 avril à Khartoum. L'ONU déplore le décès de près de 200 personnes. À ces chiffres s'ajoutent également environ 1800 blessés. Le lancement prochain d'une nouvelle compagnie aérienne en Guinée-Bissau, un projet qui découle d'un accord scellé entre le gouvernement et l'entreprise canadienne JITA Aeronautics. Et puis, focus sur l'utilisation des smartphones en Côte d'Ivoire, des outils de plus en plus convoités par la jeunesse. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, direction le Soudan, théâtre d'affrontements ces derniers jours à Khartoum entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Ce 18 avril, les FSR ont annoncé dans un communiqué avoir accepté une proposition de cessez-le-feu de 24 heures, et ce en vue, je cite, d'ouvrir des voies sûres pour le passage des civils et l'évacuation des blessés. Cette information intervient après l'appel au cessez-le-feu de Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qui s'est entretenu ce mardi avec les deux généraux rivaux. De son côté, l'armée soudanaise, par la voix de son porte-parole Nabil Abdullah, a indiqué n'avoir eu connaissance d'aucune coordination avec les médiateurs et la communauté internationale au sujet d'une trêve. Sur place, les tensions restent vives depuis le début des violences le 15 avril. La situation est telle que plusieurs organisations humanitaires, dont le Programme alimentaire mondial, ont suspendu leurs activités. Le PAM, qui a d'ailleurs déploré la mort de 3 de ses collaborateurs au Darfour Nord. Autre information inquiétante, l'agression à son domicile de l'ambassadeur de l'Union européenne au Soudan, Aidan O'Hara. Rappelons que le dernier bilan de ces affrontements fait état de près de 200 morts. À ces chiffres s'ajoutent également 1800 blessés. Écoutons à ce propos Volker Perthes, chef de la mission de l'ONU au Soudan. Près de 180 personnes ont été tuées et plus de 1800 autres blessés, dont 3 collègues du Programme alimentaire mondial qui ont été tués alors qu'ils tentaient de ravitailler le peuple soudanais dans le nord du Darfour. Les combats se sont déroulés presque de manière ininterrompue. En tant que représentant des Nations Unies avec le soutien des partenaires régionaux et internationaux, j'ai fait des efforts pour convaincre les dirigeants des deux parties d'accepter un cessez-le-feu pendant quelques heures afin de permettre à des hommes et des femmes et des enfants de regagner des endroits plus sûrs où ils pourront obtenir de l'aide humanitaire ou se rendre à l'hôpital. Je suis en contact permanent avec les dirigeants des deux côtés. Et outre la communauté internationale, l'Égypte se montre elle aussi préoccupée par la situation au Soudan. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé ce lundi être prêt à jouer le rôle de médiateur pour favoriser le retour à la stabilité. L'actualité, c'est aussi l'arrestation en Tunisie de 3 membres du parti Ennahda. Les concernés sont Mohamed Goumani, Belkacem Hassan et Mohamed Chnaiba. Leur arrestation est survenue ce 18 avril, quelques heures après celle de leur leader, Rachid Ghannouchi. L'ancien président du Parlement a été arrêté à son domicile ce lundi près de Tunis. Le motif, des propos que l'opposant a énoncés lors d'un meeting tenu le 15 avril, un rendez-vous durant lequel il a déclaré, je cite, « La Tunisie sans Ennahda, sans l'islam politique, sans la gauche ni aucune autre composante est un projet de guerre civile ». Au lendemain de son arrestation, les autorités ont par ailleurs procédé à la fermeture de l'ensemble des locaux du parti dans tout le pays. Une directive qui inquiète dans les rangs de l'Union européenne, l'UE qui réclame d'ailleurs la publication de données officielles sur les raisons de l'arrestation du chef du mouvement. À noter également que le Front de salut national tunisien, la plateforme de l'opposition, affirme avoir été empêché de tenir une conférence de presse ce mardi en rapport avec les récents événements dans le pays. La Guinée-Bissau se dotera prochainement d'une nouvelle compagnie aérienne nationale. Un accord en ce sens a été scellé entre le gouvernement et la société canadienne JITA Aeronautics. Selon le ministre des Transports, Aristides Ocante da Silva, l'entreprise détiendra 70% des actions contre 30% pour l'État. Un accord qui pourrait par la suite faire l'objet d'une renégociation, précise la même source. Les détails avec Eugène Schéma.
La Guinée-Bissau envisage à nouveau l'exploitation d'une compagnie aérienne nationale après la cessation des activités de la société de transport aérien TAGB en 1998. Le ministre bissau-guinéen des Transports, Aristide Okante da Silva, a signé le 12 avril un accord avec la société canadienne Jita Aeronautics pour la création de Guinea-Bissau Airlines. L'annonce intervient dans le cadre des projets de développement du transport aérien en Guinée-Bissau, tels que ceux mis en œuvre par la National Aviation Services pour la modernisation des aéroports. O governo da Guiné-Bissau está consciente da complexidade deste desafio. Le gouvernement est conscient de la complexité de ce défi, un défi multidimensionnel, mais qui, d'une part, permettra une plus grande et meilleure connexion aérienne de la Guinée-Bissau au monde, une plus grande fréquence des vols à l'aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau. D'autre part, cela aura un impact positif sur le marché commercial et le prix des billets pour différentes destinations très demandées. De passagem para destinos muito frequentados pelos passageiros. La nouvelle compagnie aérienne nationale de Guinée-Bissau sera détenue dans un premier temps à 30% par le gouvernement et à 70% par le partenaire canadien Jita Aeronautics. À l'intérieur du pays, elle desservira la capitale Bissau et les îles Bijagos avec le sud et l'est du pays. Au niveau sous-régional, les villes de Dakar, Banjul, Praia, Conakry, Freetown, Abidjan et Nouakchott sont ciblées, ainsi que des destinations internationales comme Rio de Janeiro, Lisbonne et Rome. La compagnie assurera également des vols vers les villes saintes de la Mecque et de Médine pour les pèlerins musulmans. Como sabem, depois de um certo tempo, les gens vont se poser la question de savoir pourquoi il y a une nouvelle compagnie aérienne. Nous créons cette entreprise pour des raisons géostratégiques et des objectifs précis. Géostratégique car d'un point de vue géographique, la Guinée-Bissau a une situation privilégiée par rapport à l'Amérique, surtout l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Europe entre autres. Surtout l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Europe. Les délais n'ont pas été donnés pour le lancement de cette compagnie aérienne, mais les deux parties indiquent que l'opérationnalisation interviendra dans les plus brefs délais. Guinea-Bissau Airlines permettra à la Guinée-Bissau d'améliorer les échanges avec les pays voisins et de baisser le prix des billets d'avion pour les voyageurs vers et dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Nous nous envolons à présent pour la Côte d'Ivoire où les smartphones suscitent de plus en plus la convoitise de la jeunesse. À Abidjan, 62% des jeunes de plus de 18 ans en sont équipés selon des données recueillies par OpinionWay et certains sont même prêts à tout pour en obtenir un. Plus de précision dans ce reportage de notre correspondante Esther Conan. Smartphones, mobiles multifonctions ou encore ordiphones sont devenus des accessoires indispensables. À Abidjan, ville la plus peuplée de Côte d'Ivoire, ce sont 62% de jeunes de plus de 18 ans qui sont équipés d'un smartphone selon la société de marketing et communication OpinionWay. Selon la perception de la société, cette tendance à rechercher la possession de téléphones dernier cri conduit certains jeunes à des actes répréhensibles. Nous avons des jeunes filles qui livrent leur corps. Nous voyons des jeunes filles afficher des smartphones de dernière génération pour des femmes, pour des jeunes filles qui vivent dans des maisons, on va dire entrées couchées. Les jeunes gens s'adonnent au vol. Les jeunes filles gèrent les busy, les hommes aussi gèrent les busy. Les jeunes hommes gèrent des busy aussi pour obtenir des smartphones. Mais en même temps, il ne faut pas juger tout le monde. Il ne faut pas juger toutes les personnes qui ont des smartphones. Moi, par exemple, j'ai un smartphone, mais je l'ai eu grâce à mon travail. Pour mieux comprendre ce phénomène chez des jeunes Ivoiriens, Kei Donald, sociologue, estime qu'il y a un effet de mode et de suivisme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les représentations collectives, les smartphones de nouvelle génération sont largement entrés dans la sphère des biens qu'il faut absolument détenir pour être à la mode. Les prix élevés de ces nouveaux outils dessinent le prototype de l'individu bourgeois. Dans ce cadre, une contestation de cet ordre social sera mise en œuvre par ces jeunes désœuvrés. Et donc, dans l'autre sens, les conséquences sont multiples. La première conséquence, on a une surconnectivité du point de vue de l'addiction des jeunes. On a aussi l'amplification du phénomène des busy, les nouvelles formes de prostitution élaborées sur Internet. Nous suggérons que les parents puissent s'informer suffisamment sur l'impact de ces outils sur les enfants.
Les technologies de communication évoluent et le smartphone assure diverses fonctions, tel un véritable ordinateur de poche avec lequel vous pouvez emporter avec vous des documents, des images, des vidéos et bien d'autres. Retour à présent sur la seconde édition du Festival international de balafon au Cameroun qui s'est clôturé le 15 avril dernier. Un événement placé cette année sous le thème « Les balafons du Cameroun » approche d'une industrie culturelle. Temps fort de ce rendez-vous culturel notamment, les prestations de Baba Nganyek ou encore d'Ali Keita, Séverin Douke. Développer une industrie culturelle autour du balafon, c'est l'axe qui a guidé la tenue de la deuxième édition du Festival international du balafon du 11 au 15 avril 2023 à Yaoundé au Cameroun. Une réflexion voulue plurielle pour donner au balafon une meilleure place au sein de l'industrie musicale moderne. Instrument africain, autrefois utilisé pour accompagner la transmission des traditions, croyances et valeurs de la communauté, le balafon est aujourd'hui un incontournable de la scène musicale africaine. D'où la nécessité pour certains critiques de créer un meilleur cadre de promotion et d'encadrement des acteurs de ce secteur. Nous avons une origine ancestrale de balafon, mais nous avons aussi maintenant une perspective futuriste du balafon. Parce que le balafon, il a beaucoup évolué. Alors il est parti des modes de chants ethniques et maintenant il atteint l'accordage universel qui devient chromatique. Il assure une place universelle. Les balafonies ont besoin vraiment d'être soutenus, d'être encadrés aussi, d'être encouragés. Mais ils ont aussi besoin de croire vraiment à leur art parce que nous sommes des musiciens. Entre tradition et modernité, sur les scènes du festival Njanja Menjang, ils ont fait résonner 1001 sonorités. Salé Niolo, Baba Nganyek, Char d'Africa ou encore Ali Keita, qui revenaient après la première édition, ont brillé par leurs prestations pour donner de l'envergure à ce rendez-vous culturel international et intégrateur qui met en avant l'unicité des cultures. Chez nous, on dit, les enfants disent, allons-y où on a joué hier. C'est que hier était bon. Ça veut dire, l'année dernière, quand j'étais là pour la première fois, donc quand ils m'ont fait appel, j'ai dit je reviens. Et ça me fait vraiment plaisir de revenir encore au pays pour le Njanja Menjang Festival. Notre souci, n'est-ce pas, c'est de permettre aux balafonistes de pouvoir se réinventer, de permettre aux balafonistes de prendre conscience, n'est-ce pas, de leur état de musiciens et non de musiciens traditionnalistes. De permettre aux balafonistes d'être des musiciens également accomplis. Pour un festival en mode immersif, les festivaliers ont eu le droit à une diversité de sites, comme pour les rapprocher au mieux du festival, pour vivre la magie de la musique du balafon, au musée national, au centre culturel Ubuntu ou encore au village Noah. En mode de sport à présent avec la saison de NBA qui suit son cours. Alors que les éliminatoires se poursuivent, l'Afrique est représentée par plusieurs joueurs originaires du Nigeria ou encore du Cameroun. Lequel d'entre eux s'est particulièrement démarqué en cette première partie de championnat? Élément de réponse avec José Douglas. Seul absent de marque dans les playoffs du championnat nord-américain de basket, c'est Toronto du Camerounais Pascal Siakam éliminé dans les play-in. Mais d'abord, quel est le joueur africain qui a marqué les esprits pendant cette première partie du championnat? Ça reste le grand Joel Embiid, pas parce qu'il est camerounais, tout simplement pour ses performances dans texte et constantes. Une moyenne de plus de 30 points dans la saison régulière à NBA, chapeau. Conférence Ouest avec les Suns de Phoenix, avec le Nigérian Josh Okogie et le Congolais Bismarck Biombo qui ont perdu leur premier match contre Los Angeles Clippers, 110-115. Les Kings de Sacramento avec le Nigérian Chimanzi Metu ont battu lors de ce premier tour les Warriors de Golden State, 126-123, qui ont joué dans la nuit de ce lundi leur second match, 114-106 pour les Kings. La conférence S avec Philadelphia du Camerounais Joel Embiid qui bat les Nets de Brooklyn 121-101. Joel Embiid élu MVP et ne s'est pas décidé pour sa sélection pour le second match. Dans la nuit de lundi, les Sixers battent les Nets de Brooklyn 96-84. Cette année peut être la bonne pour Philadelphia et puis il y a des équipes qui peuvent nous réserver des surprises. Mais Philadelphia est bien parti avec Joel Embiid. Tout dépend s'il y a une blessure ou s'il n'y a pas de blessure. Les Boston Celtics ont battu les Atlanta Hawks du Nigérian Onyeka Okongwu
lors du premier match de série 112-99. Le Nigeria a déjà en population 200 millions d'habitants, plus de 200 millions d'habitants. Le Nigeria est une grande nation sportive. Malheureusement, je dis bien malheureusement, comme la plupart des pays africains, il n'y a aucune politique sportive digne de ce nom. Néanmoins, il y a des joueurs qui émergent. Par rapport à la langue, ils vont naturellement continuer leurs études aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays anglophones ou anglo-saxons, ce qui permettra dans quelques années de doubler ce nombre de joueurs. À partir du 1er juin 2023, nous aurons le profil du futur vainqueur de la saison. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.